Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir peut-être à nouveau pour ceux qui ont assisté au dernier webinar et puis bienvenue aux nouveaux qui découvrent nos webinars Quintessence avec notre super Julie, donc, qui est la formatrice de nos conseillers en gestion de patrimoine pour tout le groupe Quintessence et qui va nous éclairer de toute son expertise aujourd'hui sur le prélèvement à la source. Qui a été lancé déjà depuis 2019, mais je sais qu'il reste beaucoup de questions. C'est pour ça peut-être que vous êtes inscrits. Donc, on est là pour y répondre avec la présentation. Et puis, si vous en avez des supplémentaires, vous avez l'onglet questions au fur et à mesure pour mettre vos questions. Et on y reviendra à deux moments, au milieu de la présentation s'il y en a déjà beaucoup, et à la fin. Et merci à vous. C'est vrai qu'avec le déconfinement, maintenant, il y a les terrasses qui sont ouvertes. Donc, c'est vrai qu'on a gardé le créneau de 13 heures. Peut-être certains nous rejoindront après leur pause déjeuner. En tout cas, profitez bien de ce beau temps, de ces nouvelles terrasses. Et puis là, on va passer maintenant à l'expertise de Julie, justement, sur le prélèvement à la source. À toi, Julie. Merci Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, nous allons aborder le sujet du prélèvement à la source ensemble. J'ai essayé, en tout cas dans ma présentation, d'être plutôt succincte et rapide, sans non plus oublier les principaux éléments, pour essayer de dégager le plus possible de questions si nécessaire, puisque je sais que régulièrement, que ce soit des professionnels ou pour la majeure partie quand même nos clients ou des gens lambda qui s'interrogent sur le prélèvement à la source, puisque quand même on peut dire qu'on le subit tous depuis l'année 2019. Alors, démarrons ensemble au niveau des généralités. Donc, juste pour mémoire, comme je vous le disais juste avant, le prélèvement à la source a été mis en place par l'État depuis janvier 2019. Donc, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que nous y avons le droit. Au niveau du prélèvement de cet impôt, maintenant, il se fait à la source de chaque revenu. Donc, nous verrons en détail comment ça se passe au niveau des différentes sources de revenus que vous pouvez avoir, à partir du moment où, bien sûr, il est perçu par le contribuable et qu'il devient imposable. Depuis la mise en place de ce prélèvement à la source, maintenant le prélèvement de l'impôt se fait sur 12 mois et non plus sur 10 mois comme ça pouvait l'être avant, ou même par tiers, puisque tout le monde maintenant est prélevé sur 12 mois de l'année, donc l'impôt est donc divisé par 12. Après, au niveau du prélèvement lui-même, selon la nature de la source de revenus, cela peut être un prélèvement mensuel ou trimestriel, nous le verrons après en détail. Au niveau du taux qu'il sera appliqué, bien sûr, nous allons voir ensemble les différents taux de prélèvement à la source qu'il existe et ceux, bien sûr, sur lesquels vous pouvez opter, si ce n'est pas encore fait, pour que ce soit prélevé au plus juste vous concernant. Ce taux est appliqué, bien sûr, en fonction du niveau de revenu que vous déclarez et qui est imposable, compte tenu de votre foyer fiscal, puisque lorsque l'on a des enfants à charge ou que l'on a des particularités dans sa famille, ça va agir sur le niveau d'impôt que l'on va devoir. Et bien sûr aussi en fonction du fonctionnement général de l'impôt en France, qui est basé sur un barème progressif. Donc pour les personnes qui se poseraient ces questions, qui ne seraient pas assez calées sur ces sujets, vous avez un taux qui apparaît, qui est le taux de prélèvement à la source, qui peut être 4,8, 3,2, 8,5, enfin c'est des taux à virgule, qui est votre propre taux, qui est votre taux moyen, compte tenu des tranches que vous traversez, puisqu'en France, on est sur la base d'un impôt progressif où tout le monde va passer par ces mêmes tranches en fonction des niveaux de revenus et donc vont être de plus en plus fiscalisés. Aujourd'hui, il existe 5 tranches. 0% pour à peu près les 10 000 premiers euros par personne imposable. Ensuite, entre 10 000 et 25 000 euros à peu près, je reste dans l'à peu près aussi puisque le but n'est pas d'être technique aujourd'hui, nous passons à 11% d'impôt et ensuite nous atteignons pour une grande majorité des gens 30% d'impôt entre à peu près 25 et 73 000 euros de revenus imposables, toujours pareil, par personne dans le foyer fiscal. Donc, une fois que vous avez passé ces tranches marginales d'imposition, comme on les appelle, le fisc vous calcule le taux moyen, c'est-à-dire votre propre taux compte tenu de vos revenus et des tranches que vous avez traversées, éventuellement, bien sûr. Au niveau toujours des généralités, donc bien sûr, la mise en place du prélèvement à la source ne met pas fin à notre obligation de déclaration habituelle au niveau du fisc. Nous sommes d'ailleurs en ce moment en plein dedans
Pour une grande majorité, ceux qui ont fait la déclaration papier, ils sont bien sûr sortis, mais bien sûr pour ceux qui font la déclaration en ligne, c'est toujours le cas pour certains d'entre nous. Donc, ça ne met pas fin à notre obligation de déclaration habituelle. Et ce qu'il faut toujours souligner, c'est que la collecte de l'impôt qui se fait éventuellement par l'employeur si vous êtes salarié, l'employeur, ne l'oublions pas, n'est que collecteur. Ce n'est pas lui qui a connaissance de votre taux, ce n'est pas lui qui a connaissance du coup en parallèle par conséquence de votre niveau de vie ou de votre niveau de revenus patrimoniaux. Ce qu'il faut souligner, c'est que l'employeur fait la démarche auprès du Trésor public pour obtenir votre taux. Donc, il faut parler de cette confidentialité quand même qu'il reste entre l'État, le Trésor public et le contribuable. N'oublions pas que nous, contribuables, nous devons continuer de déclarer les revenus chaque année qui ne rentrent pas dans le champ du prélèvement à la source. Par exemple, des revenus exceptionnels, des revenus, vous vendez des actions, vous faites une plus-value, vous récupérez de l'argent. Ce ne sont pas des choses c'est des choses bien sûr qui vont être imposables, hein, donc il faudra les déclarer, mais ça ne rentrera pas en compte dans le calcul de votre prélèvement à la source mensualisé. Et bien sûr, si vous avez des personnes rattachées telles que des enfants majeurs qui, par exemple, travaillent et bien sûr qui ont moins de 21 ans, à ce moment-là, il ne faudra pas oublier non plus de déclarer leurs revenus également sur votre avis d'imposition s'ils y sont rattachés. En cas de changement de situation personnelle, un mariage, un Pacs, un divorce, une naissance, vous devez normalement, pour avoir les choses calculées au plus juste, allez sur votre site impôt.gouv, vous connectez avec votre identifiant et indiquez au fisc dans les 2 mois de l'événement ce changement de situation afin qu'il recalcule éventuellement votre taux de prélèvement à la source. Ils ont un délai maximum de 3 mois pour le faire. Donc vous, par contre, dans les 2 mois, il est fortement recommandé, hein, tout est à votre intérêt. Par exemple, si vous avez un enfant qui naît dans l'année, plus tôt vous le déclarez au niveau du fisc, plus tôt votre taux de prélèvement à la source sera réajusté. Alors, on parlait des taux de prélèvement à la source. Il existe différents taux de prélèvement à la source. Si vous n'avez jamais rien fait depuis la mise en place du prélèvement à la source, c'est le taux personnalisé qui va s'appliquer. Bien sûr, chaque année, si vous le souhaitez, vous pouvez opter en fonction de votre situation. On verra après en détail les taux qui y sont liés. En fonction de votre situation, vous allez pouvoir modifier ce taux qui, normalement, est répercuté chaque année et vous n'avez pas à faire la démarche d'une année sur l'autre. Donc, le taux personnalisé, comment ça se passe de manière simple? Au niveau de votre foyer fiscal, on va regarder, par exemple, si vous êtes marié ou pacsé, hein, nous le rappelons que vous faites partie d'un seul et même foyer fiscal, donc vous faites une seule déclaration de revenus. Le fisc va tenir compte des revenus des 2 conjoints, en faire une moyenne et prélèvera de manière équitable, équivalente sur chacun des 2 contribuables, donc sur chacun des 2 conjoints, sur chacun des 2 pacsés, le même montant dans l'impôt. Donc en soi, ça ne pose aucun souci puisqu'on parle juste de collecte de l'impôt, hein, donc ça veut dire que cette collecte de l'impôt est répartie de manière équitable et juste entre chacun. Après, si vous avez une différence de revenus entre l'un et l'autre des conjoints, ce qui peut tout à fait arriver, alors je vais changer un peu les mœurs, hein, je vais dire que madame gagne beaucoup plus que monsieur et donc déclare beaucoup plus de revenus que monsieur. C'est sûr que si on avait le taux moyen, le taux personnalisé qui s'appliquait, le fait d'avoir des revenus très déséquilibrés ferait comme conséquence que la personne qui a le moins de revenus du coup, n'aurait plus grand-chose pour vivre tous les mois, puisque n'oublions pas que maintenant, nous percevons notre revenu net d'impôts. Donc, pour éviter cela aussi, et d'avoir à faire des petits arrangements en termes de trésorerie entre nous éventuellement, on a la possibilité d'opter pour le taux individualisé, où à ce moment-là, chaque contribuable du foyer fiscal sera prélevé à la source tous les mois de son propre taux, compte tenu de ses revenus. Donc, la personne qui éventuellement, le conjoint qui éventuellement a beaucoup plus de revenus que l'autre aura un taux de prélèvement à la source plus important que celui qui perçoit moins de revenus. Donc, ça permet d'être beaucoup plus fin sur l'application du taux de l'impôt, ou du moins de l'application du prélèvement de l'impôt par rapport aux revenus que l'on déclare.
Ensuite, il y a deux autres taux qui peuvent être appliqués, beaucoup moins courants, mais quand même ça vaut le coup d'en parler si l'occasion se présente. Nous avons le taux non personnalisé, que j'appelle également le taux neutre. Le taux neutre, c'est quoi? C'est tout simplement l'application d'un barème publié par le fisc chaque année, qui tient compte uniquement de vos revenus perçus, sans tenir compte des éventuels quotients familiales, c'est-à-dire des éventuelles charges de famille que vous avez et qui pourraient agir sur cet impôt à payer. Concrètement, quand est-ce qu'on peut trouver un taux neutre? Imaginons, vous êtes salarié dans une entreprise A, vous changez de travail, vous changez d'employeur, vous passez dans une entreprise B. Votre nouvel employeur, dès le premier mois de salaire, doit vous appliquer un taux de prélèvement à la source, mais n'a pas forcément le retour de la part du Trésor public de l'indication de quel taux appliquer. Donc à ce moment-là, il va se baser sur cette grille pour appliquer uniquement compte tenu du salaire que vous avez, le taux de prélèvement à la source qui va vous appliquer. Donc ça sera de manière temporaire puisque normalement dans les 2-3 mois au maximum, le fisc aura communiqué à l'employeur le taux réel à appliquer et par contre la régularisation du coup se fera en votre faveur ou en votre défaveur au moment de l'avis d'imposition chaque année. Donc ça, c'est un cas concret sur lequel on peut voir l'application du taux neutre se passer, qui se fait de manière ponctuelle. Après, ça peut se faire aussi de manière volontaire. Si vous ne souhaitez vraiment pas que votre employeur connaisse la réalité de votre taux, qu'il soit personnalisé ou non personnalisé, individualisé, pardon, vous pouvez décider de faire appliquer de manière récurrente le taux neutre qui est basé exclusivement, je le répète, sur vos revenus et ne tient pas compte du reste. Et donc, à ce moment-là, ça permet à l'employeur de n'avoir aucune indication sur potentiellement votre niveau de vie réel. Certains clients à qui j'ai eu affaire ont pu me dire quelquefois, je préfère le taux neutre parce que je ne veux pas que mon employeur soit au courant de ma vie, au niveau de mes revenus, au niveau de mon patrimoine. Parce que certes, aujourd'hui, j'ai pas un gros salaire, donc je devrais pas avoir un gros taux, mais j'ai des revenus par ailleurs, des revenus de mon patrimoine. Et je ne veux pas que mon employeur en ait connaissance puisque ça peut me pénaliser pour des éventuelles renégociations de salaire au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est purement, je dirais pas affectif, mais subjectif et c'est propre à chacun. Et bien sûr, pour terminer, nous avons également le taux nul. Alors le taux nul, c'est tout simplement, je ne suis pas prélevé à la source, je n'ai aucun taux de prélèvement à la source. Pour que cela s'applique, il faut que vous ayez deux conditions cumulatives qui soient présentes. Donc le fait que vous n'ayez pas été imposable depuis ces 2 dernières années et que vos revenus de la dernière année soient inférieurs à 25 000 € par part fiscale dans votre quotient familial. Ce qui est beaucoup moins courant généralement en ce moment. À noter que vous pouvez modifier votre taux de prélèvement à la source quand vous le souhaitez, bien sûr. Accessible, toujours pareil, sur votre site impôt.gouv avec la connexion de vos identifiants personnels. Le site impôt.gouv, on va pas leur enlever ça, est plutôt bien fait, plutôt intuitif et vous pouvez modifier certaines choses de manière autonome sans avoir forcément à appeler le fisc et tout se passe plutôt bien généralement. Si vous avez le souhait de modifier votre taux de prélèvement à la source à la hausse, puisque vous anticipez une hausse de revenus, donc ça peut être généralement pour des personnes qui sont indépendantes et dont, quand on est salarié, on peut avoir plus ou moins une linéarité dans ses revenus, alors que lorsqu'on est indépendant, on peut avoir justement des revenus plus importants d'une année sur l'autre. Si on anticipe une très grosse hausse de revenus et que donc on ne veut pas avoir après une régularisation trop importante à faire au niveau des impôts, à ce moment-là, on peut agir directement en allant augmenter par soi-même son taux de prélèvement à la source. Bien sûr, il n'y a aucune condition à aller payer plus d'impôts de manière volontaire et anticipée, ça ne gênera pas le fisc. Par contre, à l'inverse, si vous avez une diminution de votre impôt, donc lié soit à un changement de situation familiale, soit à un changement de situation au niveau de vos revenus, vous pouvez également le faire de manière autonome sur votre site impôt.gouv. Attention par contre, ici, il y a une condition à respecter. Il faut justifier d'un écart de minimum 10% entre le montant de l'impôt que l'on vous prélève aujourd'hui et celui que vous estimez pour l'année suivante.
Alors, comment s'applique le prélèvement à la source par rapport aux natures de revenus, puisqu'on vient de le dire, le prélèvement à la source maintenant est prélevé à la source de chaque revenu. L'impôt en lui-même n'a pas été modifié, hein, le prélèvement à la source n'a pas modifié le montant de l'impôt, du moins le système de l'impôt en France. Ce qui est modifié, c'est comment on prélève maintenant les impôts. Pour toutes les personnes qui sont salariées, retraitées ou qui sont au chômage, le prélèvement à la source se fait de manière très simple puisqu'il est collecté par la caisse de retraite, la caisse de chômage ou l'employeur de la personne. Et donc, vous percevez votre salaire, votre rémunération nette de prélèvement à la source. Donc, tout ça se fait de manière automatisée. Pour tout ce qui est travailleurs indépendants, qu'on soit en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, BNC, bénéfices non commerciaux, donc on va parler plus simplement qu'on soit artisan, commerçant, profession libérale ou qu'on soit agriculteur, on est travailleur indépendant. On peut avoir aussi des revenus du patrimoine immobilier, des revenus fonciers, des revenus locatifs, qu'on soit en location meublée ou en location nue, et on peut percevoir aussi des pensions alimentaires. J'y reviendrai juste après ça. Pour toutes ces natures de revenus, on part du principe que là, on va avoir un système d'acompte de l'impôt prélevé directement sur le compte bancaire, soit des acomptes mensuels ou trimestriels si vous le préférez. Toujours pareil, vous pouvez le modifier sur votre site impôt.gouv manuellement. Donc, soit vous le mensualisez sur 12 mois, soit vous faites 4 prélèvements sur l'année. Et bien sûr, à réception de votre dernier avis d'imposition, le fisc régularisera votre impôt en votre faveur ou en votre défaveur en fonction de votre nouvelle déclaration de revenus. Mais on n'est pas sur un système de prélèvement de l'employeur comme ça peut l'être sur un salarié. Là, ce sera un système d'acompte mensuel ou trimestriel sur le compte bancaire. À noter pour les pensions alimentaires perçues, bien sûr, elles sont à déclarer en revenus. Elles bénéficient d'un abattement forfaitaire de 10%. Donc, si vous avez des pensions alimentaires à déclarer, vous ne serez jamais imposé sur l'intégralité de vos pensions alimentaires, mais sur 90% de ces pensions alimentaires. Et vous aurez un prélèvement à la source dédié à ce revenu-là. Donc, si je vous donne un exemple, je suis salarié, j'ai des revenus locatifs imposables et je perçois une pension alimentaire pour mes enfants mineurs puisque je suis divorcée. Je vais donc avoir un seul impôt en soi récapitulé dans mon avis d'impôt, mais je vais avoir plusieurs prélèvements à la source, c'est-à-dire que la répartition du prélèvement de mon impôt ne se fera plus en un seul prélèvement, mais en plusieurs, compte tenu de la nature de mes revenus qui est différente. Je vais avoir un prélèvement à la source sur mes bulletins de salaire compte tenu de mon revenu salarié. Je vais avoir un autre prélèvement à la source sur mon compte bancaire compte tenu de mon impôt foncier ou locatif, quel qu'il soit, à partir du moment où c'est imposable. Et je vais avoir encore un troisième prélèvement à la source dans la mesure où je perçois une pension alimentaire en plus. Donc, ça a été, pour faire un petit point de discussion, c'est vrai que ça a été un petit peu débattu au début de la mise en place du prélèvement à la source parce que moi, la première, nous contribuables, nous avons tous eu l'impression de nous faire marteler au niveau des impôts. En fait, le montant ne change pas, c'est juste que la collecte de l'impôt est dispatchée. Et donc, on voit le nombre des prélèvements qui s'accumulent, mais ça ne changera en rien le montant de l'impôt que vous devez. Bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les autres revenus dits généralement exceptionnels sont exclus du champ du prélèvement à la source, tels que les revenus de capitaux mobiliers, par exemple. Alors, chaque année, on fait le point. Alors, c'est pas nous, c'est le fisc, compte tenu des informations qu'on va lui donner. J'ai essayé de récapituler tout ça en fin de support, puisque je vous ai mis une flèche du temps où on va récapituler un petit peu le calendrier fiscal. Mais déjà, au niveau du point, comment ça se passe ? En fait, le fisc est au courant de nos revenus une fois par an, avec un an de décalage, puisque cette année, en 2021, nous faisons notre déclaration des revenus 2020. Nous avons été prélevés à la source sur l'intégralité de l'année 2020. Donc, le fisc va faire une sorte de balance, c'est-à-dire qu'il va regarder combien il vous a prélevé à la source sur l'intégralité de l'année 2020, combien vous, en 2021, vous avez déclaré en termes de revenus imposables sur cette année 2020, et ils vont faire un système de balance pour savoir si vous avez assez été prélevé, trop prélevé ou pas assez prélevé, et donc va soit vous rembourser, soit vous allez être à l'équilibre, soit vous devrez un complément des impôts.
Si vous avez été trop prélevé, bien sûr, le fisc vous rembourse. Généralement, lorsqu'on reçoit son avis d'imposition, donc c'est au cours de l'été, la bonne surprise pour les vacances, juillet, début août, vous aurez le remboursement du Trésor public si nécessaire. Si par contre, à l'inverse, vous n'avez pas été assez prélevé à la source, vous devrez un complément. Si ce complément d'impôt est inférieur à 300 €, vous aurez cette régularisation qui sera faite au mois de septembre sur un seul prélèvement, supplémentaire bien sûr, puisque votre impôt à la source récurrent continue. Et si jamais cette régularisation excède 300 €, la régularisation est étalée sur 4 mois, de septembre à décembre. N'oublions pas que c'est une régularisation. Donc, ça ne changera pas votre prélèvement à la source actuel en 2021 qui continuera. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une régularisation en votre défaveur, vous aurez donc entre septembre et décembre 2021 deux prélèvements à la source. Celui lié à la régularisation de votre année 2020, puisque vous n'avez pas forcément assez été prélevé, compte tenu peut-être des nouveaux revenus que vous avez déclarés. Ou alors, et par contre, vous aurez aussi, le deuxième prélèvement à la source qui va continuer pour provisionner l'impôt dû l'année prochaine en 2022, puisqu'en 2022, nous ferons notre déclaration des revenus 2021. Donc, c'est ça un petit peu ce que j'appelle dans mon jargon quand je discute en formation le casse-tête, l'usine à gaz des impôts par rapport à ce prélèvement à la source. C'est qu'il ne faut jamais oublier que l'on est prélevé, certes, à la source tous les mois compte tenu de notre revenu, mais qu'il y a toujours cette année de décalage entre la réalité des choses et ce que l'on déclare aux impôts, puisqu'il y a toujours un an d'écart entre la réalité et notre déclaration de revenus. On fait un petit point ensemble pour voir un petit peu s'il y a des questions. Peut-être déjà. Oui, il y a des premières questions. Alors là, c'était sur la première partie quand tu disais effectivement quand il y a un changement de situation familiale, qu'on le déclare au moment de la déclaration de revenus. Non, on le déclare les 2 mois de l'événement. Ok. Alors du coup, c'était la question justement de Maxence qui dit pour une naissance intervenue en 2021, faut-il attendre la déclaration de 2022 qui résume l'année 2021? Non, justement pas, puisque en 2021, aujourd'hui, vous faites les acomptes, si je puis parler comme ça, vous êtes en train de provisionner votre impôt que vous allez déclarer en 2022 à partir de votre déclaration. Donc, si en 2021, vous avez eu une naissance, déclarez-le tout de suite. Vous avez un délai de 2 mois à partir de la date de cette naissance pour le déclarer sur votre espace personnel impôt.gouv. Et du coup, le fisc, dans un délai maximum de 3 mois, vous fera une régularisation du taux de prélèvement à la source, du coup à la baisse, puisqu'un arrivé de l'enfant dans un foyer fiscal permet de diminuer légèrement ses impôts. Après, ce n'est pas grave, puisque le fisc n'oublie rien, c'est-à-dire que si vous avez, j'espère qu'on m'entend, puisque moi, Marie-Claire, je ne la vois plus. J'ai eu un petit bug. Vous m'entendez? J'ai perdu Marie-Claire. Ah! Oui, je prends le relais. Merci. Moi, on m'entend, ça va? Oui, c'est bon, tout le monde t'entend. Donc, je reprends le cours de mon explication pour cette personne qui avait une petite question très intéressante et surtout très pratico-pratique. Il est bien sûr conseillé, comme je vous l'ai dit, de faire cette modification tout de suite dans les 2 mois de l'événement pour que le taux de prélèvement à la source soit tout de suite revu à la baisse. Et donc, après, en soi, ce n'est pas grave non plus si on ne le fait pas. C'est juste un peu dommage parce qu'on du coup, on va avoir un prélèvement à la source qui va être trop important. Et le fisc, l'année prochaine, en 2022, quand cette personne déclarera sur l'année 2021 la naissance, donc du coup, a posteriori, aura une régularisation a posteriori du fisc. Mais autant actualiser les choses le plus tôt possible pour réajuster son taux de prélèvement à la source et ne pas payer trop d'impôts tous les mois. Il y avait d'autres questions urgentes, importantes à traiter?
Alors, il y avait une autre question sur les services fiscaux. En fait, sur quoi se basent les services fiscaux pour calculer les prélèvements mensuels complémentaires? Alors, complémentaire, c'est-à-dire autre que le salaire? Sur Alors, quoi se sachant que basent nos les deux services employeurs fiscaux? prélèvent déjà une bonne partie sur la base de nos revenus. Oui, alors, on va voir je vais juste distinguer les natures de revenus. C'est-à-dire que si on est salarié, par exemple, le plus courant, l'employeur, effectivement, va nous prélever nos impôts sur ce revenu-là. Mais si par ailleurs, nous avons aussi des revenus locatifs imposables, c'est sur cette base des revenus imposables que le fisc calculera le taux appliqué et donc le montant du prélèvement à la source lié à cette nature de revenu-là en complément du salaire, qui subit bien sûr également les impôts. Je vous donne juste un petit exemple simple, mais en fin de présentation, je vous ai pris un exemple justement pour pouvoir vous expliquer tout ça. Imaginons, au global, selon l'intégralité de mes revenus déclarés, quels qu'ils soient, j'ai un impôt de 3 000 euros. Mais cet impôt de 3 000 euros est lié pour peut-être 2 500 à mes revenus du travail et 500 à mes revenus locatifs imposables. Donc, c'est ces 2 500 qui vont être étalés sur 12 mois sur ma fiche de paye puisqu'ils sont liés à mon salaire. Et les 500 supplémentaires, comme c'est lié à de l'impôt foncier locatif, donc à une autre nature de revenus, c'est ceux-là, ces 500-là, qui vont être étalés sur 12 mois sur le compte bancaire. Ok, c'est très clair. J'ai encore une ou deux questions et après tu pourras certainement reprendre ta présentation. Quid des revenus issus de la LMNP? Car ce ne sont pas des revenus fonciers. Exactement, merci de le Ah, préciser. revoilà Marie-Claire. Oui, désolée, j'ai une coupure d'électricité en plein milieu. C'est bon, c'est rétabli. Alors, effectivement, merci de le préciser, bravo. Effectivement, le LMNP, la location en meublé non professionnel, n'est pas des revenus fonciers puisque, pour reprendre les bases, les revenus fonciers, c'est de la location nue. La location meublée, c'est un autre régime déclaré en BIC. Pour les LMNP, tout dépend de comment vous déclarez ces revenus. Exemple le plus simple, le plus courant, si vous êtes au régime du micro, vous allez bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% sur ces loyers et donc les autres 50% sont imposables et donc vous aurez un prélèvement mensuel ou trimestriel de l'impôt et même des prélèvements sociaux bien sûr aussi sur le compte bancaire en complément d'autres revenus que vous pourriez avoir du travail. C'est à partir du moment où l'on a des revenus imposables quels qu'ils soient, la location nue, la location meublée, à partir du moment où ces revenus sont déclarés et imposables, vous avez de l'impôt à prélever. Le meublé, si cette personne est ce que j'appelle au réel, c'est-à-dire qu'elle a affaire à un comptable, qu'elle pratique un amortissement comptable, à ce moment-là, généralement, on est plutôt en revenu négatif et donc déclaré zéro. Et donc, à ce moment-là, pas d'impôt, donc pas de prélèvement à la source. Mais à partir du moment où il y a de l'impôt, c'est qu'il y a du revenu et il y aura du prélèvement à la source qui sera appliqué. Autre petite question où je continue? Je continue et on fait le point sur les questions après, du coup. Oui, tu peux continuer, on refera le point sur les questions à la fin. Pas de problème. Alors, on va rentrer dans un petit détail, mais qui concerne beaucoup de personnes, que ce soit dans la vie courante ou par l'intermédiaire de défiscalisation immobilière. Aujourd'hui, depuis la mise en place du prélèvement à la source, toutes les réductions et tous les crédits d'impôt ne rentrent plus dans le calcul du prélèvement à la source. Exemple, j'ai un impôt de 5 000 euros compte tenu de mes salaires déclarés imposables. J'ai une femme de ménage qui est un crédit d'impôt, puisque c'est de l'emploi à domicile, qui me fait baisser chaque année, ou du moins cette année, mes impôts de 2 000 euros. Donc, mon impôt n'est plus de 5 000 réellement, mais plutôt de 3 000. Avant le prélèvement à la source, quand on était mensualisé sur 10 mois, le fisc regardait l'impôt net de ses avantages fiscaux, donc selon mon exemple, c'est 3 000 euros restants d'impôts à payer, et me les étalait sur 10 mois, donc j'avais un prélèvement mensuel de 300 euros. Depuis la mise en place du prélèvement à la source, le fonctionnement est totalement différent. Le fisc vous prélève votre impôt sur la base des 5 000 comme dans mon exemple, c'est-à-dire ne tient plus compte de ma femme de ménage pour mon prélèvement à la source. Donc, je vais avoir 5 000 euros étalés sur 12 mois
compte tenu des revenus que je perçois. Et 2 fois par an, à titre d'acompte, le fisc vous rend le trop perçu. Donc là, ma différence de 2 000 entre l'impôt dû de 5 000 et le restant dû de 3 000 qui est la réalité des choses. Donc, comment ça va se passer? Si c'est la première année, cette année par exemple, puisqu'on est en plein dedans, en 2021, je déclare maintenant qu'en 2020, j'ai une femme de ménage que j'ai embauchée, ou je fais garder mes enfants, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai fait des dons, j'ai des cotisations syndicales, ou j'ai fait un investissement de défiscalisation. Alors, je vais vous donner l'exemple de la loi Pinel, puisque c'est celle qui concerne le plus de gens, mais les autres rentrent aussi dans le même principe. Si c'est la première année que cette année, en 2021, donc pour l'année 2020, je déclare ce genre d'avantage fiscal, le fisc va en être informé et du coup va me rendre l'intégralité de ce qu'il me doit en une fois à la fin de l'été. Et une fois qu'il est au courant une première fois, c'est un mal ou un bien, en tout cas on est obligé d'y réfléchir, nous contribuables, chaque année. Le fisc considère que ces avantages fiscaux sont chaque année en place et pour le même montant. Et donc, à partir du moment où, je reprends mon exemple, j'ai déclaré cette année pour 2020 ma femme de ménage qui me fait gagner 2 000 € d'impôts, je vais avoir donc au mois de septembre au plus tard le retour des impôts en termes de remboursement. Et donc, ils vont me verser à partir de janvier 2022 un acompte provisionnel de 60% de ces 2 000 €, c'est-à-dire de ces avantages fiscaux, tout confondus. Donc, il me prélève d'un côté à la source de mes revenus et me rentre de l'autre sous système d'acompte ce que je ne leur dois pas en réalité, donc ce qui vient déduire mon impôt réellement dû. Donc, le 15 janvier de l'année, je vais avoir un acompte équivalent à 60% de l'intégralité de ces avantages fiscaux. Et une fois que j'aurai refait ma déclaration en 2022 sur mes revenus de l'année 2021, première hypothèse, je continue de déclarer cette femme de ménage, je continue mon exemple, pour toujours la même somme qui me donne droit à 2 000 € d'économie d'impôt. Du coup, à ce moment-là, j'aurai les 40% restants courant de l'été, juillet, août, septembre, ça dépend des réactivités des centres des impôts. Si par contre, je l'ai déclaré pour un petit peu moins, parce que j'en ai moins eu besoin, ou au contraire, en 2021, je l'ai un petit peu plus sollicité, alors on parlera non plus de 40%, mais de régularisation. C'est-à-dire qu'une fois que je fais ma déclaration de revenus, le fisc est donc au courant de ma nouvelle situation réactualisée et donc me rend le complément si nécessaire au cours de l'été. C'est ça un petit peu le micmac que nous, contribuables, nous avons beaucoup de mal à comprendre et c'est ce sur quoi j'insiste beaucoup. Et je pense qu'il y aura des questions sur ce sujet-là, puisque c'est vrai que c'est un petit peu une histoire de bec verseur. On me prélève d'un côté sur mes revenus et on me donne des acomptes de l'autre côté en fonction des avantages fiscaux que je déclare en termes de réduction et de crédit d'impôt. Là où il faut faire très attention, c'est que si jamais je n'ai plus déclaré cet avantage fiscal l'année suivante, et à ce moment-là, il faut faire attention puisque je peux percevoir à tort un acompte que je devrais rembourser au fisc. C'est ce que je vous ai mis ici à noter. Si par exemple, je vous reprends toujours le même exemple que je récapitule, cette femme de ménage, cette année en 2021, je l'ai déclarée pour la première fois et donc le fisc va bien me rendre le trop perçu au niveau de mes impôts compte tenu de cette femme de ménage à la fin de l'été. Il part du principe que cette femme de ménage, je l'ai toujours en 2021 et je la continue pour le même montant. Donc le 15 janvier 2022, je vais recevoir un acompte équivalent à 60% de 2 000 € mon économie d'impôt femme de ménage. Imaginons en 2022, en fin de compte, je déclare mes revenus 2021 et donc imaginons pour X raisons, je ne l'ai plus embauchée, c'était une année ponctuelle. Et si je n'ai pas fait de démarche particulière par anticipation auprès du fisc, alors à ce moment-là, quand je vais informer le fisc à ma prochaine déclaration, donc en 2022, qu'en 2021, je ne l'ai plus employé, l'acompte que j'ai perçu de 60%, je vais devoir le rendre aux impôts à la fin de l'été. C'est pour ça que le fisc donne ce que j'appelle une fenêtre de tir. Donc, on reçoit tous, qu'on soit concernés ou pas, ils envoient à tout le monde un mailing courant de l'automne, octobre, novembre, et en nous disant à tous,
Si vous avez des avantages fiscaux de réduction et de crédit d'impôt de type femme de ménage, défiscalisation, que vous ne déclarerez plus l'année prochaine, dites-le tout de suite au fisc dans un délai imparti, c'est jusqu'à début décembre, pour ne pas percevoir à tort cet acompte de 60% qu'il aurait fallu sinon rembourser 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard. Donc, c'est ça qu'il faut faire très attention. C'est que c'est ça tout le micmac que les gens ont beaucoup de mal à comprendre quand on découvre nos avis d'impôt. C'est cette balance entre les réductions et les crédits d'impôt que fait chaque année le fisc, puisqu'il part du principe que chaque année, on fait les mêmes choses pour le même montant, ce qui n'est pas forcément le cas. Et donc, je fais un petit point précis sur la niche fiscale Pinel, par exemple. Les personnes qui auraient fait une loi Pinel en 2014 et qui l'auraient fait sur un engagement de location de 6 ans et qui donc cette année déclarent la dernière année, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc là en 2020, ils ne la déclareront plus. Si jamais ils ne l'ont pas anticipé au niveau des impôts, à ce moment-là, ils ont perçu en janvier 2021 un acompte de 60% sur cette défiscalisation immobilière qu'ils devront du coup rendre aux impôts, puisqu'en 2020, avec un engagement de location de 6 ans, donc une défiscalisation sur 6 ans, nous sommes à la 7e année, donc ce n'est plus d'actualité. Donc faites très attention à ça. Bien sûr, à l'inverse, le fisc ne nous autorise pas à déclarer par anticipation une défiscalisation. C'est uniquement au moment de la déclaration d'impôt que l'on va déclarer une éventuelle défiscalisation ou une réduction ou un crédit d'impôt quelconque. Donc la mise en place se fait de manière automatisée avec un décalage dans le temps. Mais par contre, une fois que cette déclaration est faite pour la première fois, le fisc la reconduit chaque année pour le même montant, si de notre côté, nous ne faisons aucune démarche particulière. Donc, faites très attention à ça, puisque ça peut, sur des petits dons, des choses comme ça, la régule est très faible et ça ne fait pas forcément mal au porte-monnaie. Mais si vous avez oublié d'enlever quelque chose de très important financièrement, ça peut vous faire mal avec une régularisation, comme je vous le répète, étalée sur 4 mois, en plus du prélèvement à la source qui continue. Donc justement, ce calendrier pour essayer de synthétiser tout ça, parce que comme vous le voyez, à expliquer, c'est pas facile non plus. J'essaye d'être claire et concise, mais c'est tellement enchevêtré qu'on a toujours du mal à comprendre et donc l'expliquer n'est pas facile non plus. J'ai voulu vous faire un petit calendrier pour vous expliquer un petit peu tout ce mécanisme du prélèvement à la source et de ce système d'acompte sur nos avantages fiscaux. Donc là, nous sommes en 2021, plus précisément fin mai. Donc, depuis le mois d'avril, nous sommes en pleine période de déclaration d'impôts, mais déclaration de nos revenus 2020. Quand tout le monde aura fait ses déclarations dans le délai imparti, les impôts seront donc au courant de manière réelle et concrète de ce que l'on a perçu, de ce que l'on a déclaré en termes de revenus imposables de l'année 2020, je le répète. Et donc, ça veut dire que potentiellement, s'il y a eu un changement de revenu quelconque, ou un changement d'avantage fiscal quelconque, le fisc vous régularisera votre impôt en votre faveur ou non, courant de l'été. Août à peu près, c'est ça. Si vous avez des avantages fiscaux, vous avez une régularisation aussi qui peut se faire au mois d'août, compte tenu des acomptes que vous auriez perçus en début d'année. En soi, pour faire simple, nous avons toujours 1 an de décalage, voire 2 ans de décalage entre le taux de prélèvement à la source et la réalité de nos revenus. Donc, c'est vrai que pour des personnes qui sont salariées, fonctionnaires, retraités, des personnes dont les revenus ne changent pas d'une année sur l'autre de manière significative, ne sont pas très variables, c'est sûr que le prélèvement à la source est quelque chose de très simplifié pour ces personnes-là. Pour les autres, qui ont différentes natures de revenus, qui ont des avantages fiscaux particuliers, qui ont des revenus professionnels variables, c'est là où l'usine à gaz, comme je le dis, revient. C'est-à-dire que vous allez avoir un taux de prélèvement à la source basé à minima sur vos revenus de l'année dernière, entre le mois de septembre et le mois de décembre, puisque c'est là où les impôts sont au courant de notre situation. Donc, je vous donne un exemple pour faire simple. 2021, j'ai déclaré mes revenus 2020.
potentiellement, à partir du mois de septembre 2021, mon taux de prélèvement à la source sera réajusté compte tenu des éléments que le fisc a en sa possession me concernant. Et donc, ça veut dire que j'aurai un décalage d'1 an entre la réalité des choses et le prélèvement à la source, puisque peut-être qu'en 2021, concrètement, j'ai peut-être encore changé de travail, encore fait évoluer mes revenus, mais le taux de prélèvement à la source de 2021 se base, en tout cas de septembre à décembre, excusez-moi. Vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Donc, je reprends. Vous avez... Je vérifie. Tout le monde m'entend? C'est bon? Vous me confirmez? C'est bon, on t'entend, Julie, tout va bien. Excusez-moi, on a des petits soucis techniques du coup. Donc, pour faire un récapitulatif, donc là, j'ai déclaré mes revenus de l'année 2020. Je vais avoir potentiellement un réajustement de mon taux de prélèvement à la source si mes revenus déclarés pour 2020 ont été modifiés par rapport à 2019. Et donc, mon prélèvement à la source de septembre à décembre 2021 sera avec 1 an de décalage, mais continuera jusqu'à ma prochaine déclaration en 2022 où on refera le point à ce moment-là et on réajustera encore potentiellement mon taux de prélèvement à la source si mes revenus ont encore été modifiés. Pour tout ce qui est avantage fiscal, de réduction et de crédit d'impôt, tout confondu, je vais avoir un acompte, si ça fait au moins 1 an que je l'ai déclaré, un acompte versé le 15 janvier, c'est automatique, vous recevez un message des impôts à peu près quelques jours avant le 15 janvier pour vous en informer. Vous avez un acompte du coup de 60% et le solde, une fois que vous avez fait votre déclaration, correspond ou pas à 40% compte tenu de vos nouvelles informations fiscales, qui vous sera reversé potentiellement fin de l'été. Prenons un exemple, il n'y a rien de mieux que des chiffres et que du concret pour que ça parle à tout le monde. J'ai pris un exemple d'un foyer fiscal pacsé, donc une seule déclaration de revenus, un enfant à charge puisque ça va agir sur le montant des impôts, puisque si des personnes concernées par les revenus, par exemple si des personnes se sentent similaires à ce genre d'exemple, n'oublions pas que la situation familiale vient aussi agir sur le montant des impôts dus. Donc j'ai un couple pacsé avec un enfant à charge, 2 salariés qui déclarent un peu plus de 50 000 € à eux deux en termes de revenus imposables, une fois qu'on y a appliqué les abattements nécessaires. Donc on va se baser sur ces 50 000 € pour prélever les impôts. Le revenu foncier net imposable, ce sont des personnes qui ont un bien locatif et qui déclarent donc des revenus supplémentaires pour un peu plus de 4 000 € sur l'année. Et donc, compte tenu et de ces revenus et de cette situation familiale, comme je viens de vous le dire, leur impôt dû est de 3 200 €. Donc 2021 pour l'année 2020. Ces personnes ont droit à une réduction d'impôt liée à l'avantage fiscal Pinel pour 2 523 € exactement. Donc, ça va agir de manière directe sur leurs impôts, puisque je le répète, une réduction d'impôt vient réduire vos impôts dans la limite de l'impôt dû, mais peut agir de manière conséquente, comme on le voit ici. Et puis, ils ont un crédit d'impôt, non pas lié à de l'emploi à domicile ici, mais à des frais de garde. Les frais de garde, je le répète, pour ceux qui n'auraient pas assisté à mon dernier webinaire le mois dernier, les frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans en dehors de mon domicile. Ici, par exemple, ça leur a coûté 700 € pour les frais de garde. Ils ont donc un crédit d'impôt de 50% équivalent à 350 €. Donc, leur impôt de 3 200 € basé sur leurs revenus dus est diminué quand même de manière assez importante grâce à ces 2 niches fiscales pour arriver à un impôt dû de 327 € exactement. Donc en 2021, pour l'année 2020, ils doivent 327 € d'impôt. Ça, c'est le détail de ce que vous avez déclaré et donc ce que vous devez aux impôts pour cette année 2020. On va comparer ça avec le prélèvement à la source. C'est-à-dire que d'après ce que vous nous avez déclaré en 2020 pour vos revenus 2019, c'est de là qu'on a fait le calcul de l'impôt prélèvement à la source mensuelle pour l'année 2020. Donc, vous le verrez ça sur votre avis d'impôt. J'ai essayé de vous dérouler un avis d'impôt en mode démo pour que vous puissiez l'appliquer chez vous. Donc, une fois qu'on a déterminé cet impôt que vous devez au fisc pour l'année 2020,
on regarde en parallèle combien on vous a prélevé au titre de vos revenus sur l'année 2020. Et donc, on s'aperçoit que ces personnes ont eu un prélèvement sur les salaires. Alors, sur votre feuille d'impôt, c'est très, très bien écrit, c'est marqué « Prélèvement à la source versé par vos verseurs de revenus ». Vos verseurs de revenus, ce sont donc vos employeurs. Et donc, ces personnes-là ont eu un prélèvement à la source lié à leur salaire de 3 265 € sur l'année 2020, des acomptes sur le compte bancaire liés à ce revenu foncier de 222 € à l'année, et ils avaient perçu un acompte le 15 janvier 2020, équivalent à 60% de leur réduction et crédit d'impôt de l'année précédente, pour un montant de 1 730 €. Donc, les impôts vont leur rendre de l'argent. Pourquoi? Aujourd'hui, pour l'année 2020, vous devez 327 € compte tenu, comme je vous l'ai dit, de ces revenus que vous avez déclarés, des avantages fiscaux dont vous bénéficiez. Vous avez été prélevé à la source à hauteur de 3 265 € sur l'année, de 222 € sur l'année compte tenu aussi de vos revenus fonciers, et vous avez quand même perçu un petit acompte au mois de janvier pour 1 730. Donc, si on fait la balance entre ce que vous devez, ce que vous avez déjà perçu en janvier en termes d'acompte et ce dont on vous a prélevé sur l'intégralité de l'année, le montant de la restitution est donc la différence entre les deux, ce qui équivaut pour eux à 1 430 €. Donc, chaque année, le fisc fait un parallèle entre l'impôt que vous devez compte tenu de votre dernière déclaration de revenus et ce dont vous avez été prélevé sur l'année précédente et fait un parallèle et vous réajuste en fonction de votre situation nouvelle, en tout cas déclarée pour l'année 2020. Faisons un petit point, une petite parenthèse sur les prélèvements sociaux, puisqu'ils existent. À partir du moment où je déclare des revenus immobiliers imposables, que ce soit en meublé ou en foncier, j'ai aussi des prélèvements sociaux. Depuis le 2018, 17,2% à payer. Donc, c'est un parallèle aussi qui est fait en fin de feuille d'impôt. Pour les prélèvements sociaux, nous avons eu des acomptes qui ont été prélevés sur cette année 2020 à hauteur de 762 €. Alors, petit point pour les gens qui se poseraient la question, pour les personnes concernées, l'impôt et les prélèvements sociaux ne représentent qu'un seul prélèvement à la source mensuelle ou trimestrielle lié à ce revenu. Donc, le fisc le détaille après puisque ce sont des impôts différents, des taxes différentes. Donc, il détaille bien ces deux natures, mais vous avez bien un seul prélèvement qui regroupe les deux pour tout ce qui est impôts et prélèvements sociaux liés à vos revenus locatifs. Donc, les acomptes ont été faits à hauteur de 762 sur le compte bancaire. Vous devez réellement cette année, compte tenu du nouveau revenu déclaré, 702 €. Et donc, le fisc vous doit 60 € compte tenu de ce dont ils vous ont prélevé et ce que vous devez cette année. Donc, au global, pour ce profil-là, les clients vont avoir un remboursement au total de 1 490 €, à la fois compte tenu de ce qu'ils déclarent, de ce dont ils sont imposés et de l'impôt qui a déjà été prélevé. J'espère avoir été assez claire. Je laisse place aux questions. Je pense qu'il y en a quelques-unes. Oui, il y a plein de questions. Désolée, j'ai l'impression qu'il y a des soucis de connexion, pas que chez moi. Finalement, ça me rassure, mais ça me rassure pas pour vous. Alors, effectivement, il y en a eu plein. Alors, je suis désolée s'il y en a qui avaient été posés auparavant. On a fait le point avec Mélanie en parallèle, mais voilà. Donc, je vais les enchaîner. Du coup, il y a une première question de Pierre-Yves. On prélève aujourd'hui trop d'impôts à la source. Qu'est-ce que tu conseilles de faire comme démarche pour changer son taux d'imposition ? Alors ça, je ne peux pas me prononcer puisqu'il faut savoir, il faut connaître un petit peu la situation du client. C'est-à-dire qu'on le prélève aujourd'hui à la source en 2021 compte tenu de ses revenus de l'année 2019. Dans tous les cas, compte tenu de sa déclaration de cette année pour les revenus de l'année 2020, s'il a déclaré moins de revenus et donc nécessite un prélèvement à la source qui soit moins important, la régularisation se fera de manière automatique à partir du mois de septembre. Et en plus, s'il a trop été prélevé concrètement par rapport aux revenus déclarés, à ce moment-là, il aura en plus un remboursement du trop perçu. Mais dans tous les cas, au mois de septembre, le taux de prélèvement à la source est automatiquement revu à la hausse ou à la baisse en fonction de notre déclaration de revenus qu'on fait en ce moment. D'accord. Alors, on a une autre question aussi de Mariam qui dit qu'elle, c'est son premier mois en tant que salarié. Donc, on a vu au tout début que justement, il y avait ce taux neutre.
Voilà, donc effectivement, sur sa fiche de paye, il n'est pas personnalisé. Est-ce qu'elle a une démarche à faire ou est-ce que ça se fera automatiquement et dans ce cas-là, au bout de combien de temps? Aucune démarche à faire, c'est l'employeur qui se rapproche du Trésor public pour avoir le taux à appliquer. Si ça se fait dans un délai de 2 ou 3 mois maximum, ça dépend de la réactivité des centres des impôts et de la date à laquelle l'employeur fait la demande aussi. Normalement, ça se fait très vite. Par contre, à noter, si cette personne est célibataire sans enfant, ça ne changera rien puisque l'autonote se base sur uniquement les revenus pour un célibataire sans enfant. Si par contre cette personne est, je sais pas moi, parent isolé avec des enfants à charge, à ce moment-là, le taux sera revu à la baisse. Mais aucune démarche à faire. C'est l'employeur qui se rapproche du Trésor public et qui leur demande quel taux il doit appliquer pour cette personne-là. Très bien. Et du coup, Nathalie aussi qui demandait comment le fisc prélève sur le compte bancaire l'impôt des revenus fonciers. Ah, c'est automatique. C'est automatique. Il a notre compte bancaire. En fait, ils ont automatiquement notre RIB, puisqu'ils nous demandent notre RIB en fin de déclaration. Ouais. Potentiellement pour nous rendre de l'argent si on a trop été prélevé, mais aussi pour nous prélever si jamais on leur doit de l'argent. Donc, ne vous inquiétez pas, le RIB, ils l'ont. Voilà. Et tout est automatisé. La juste penser à le changer si on change de banque, du coup. Voilà. La seule chose sur laquelle on a la main, c'est le choix entre un prélèvement mensuel ou un prélèvement trimestriel. Ok. Alors, on a une question aussi de Virginie, puisque tu as parlé du Pinel, et puis on avait aussi d'autres questions là-dessus. Comment doit-on déclarer si 2 personnes en vie maritale déclarent un Pinel alors qu'ils ont 2 déclarations d'impôts séparées? Alors là, on est sur un autre sujet quand même, enfin complémentaire bien sûr. Oui. Vie maritale, donc on va parler de concubinage avéré. Donc effectivement, en concubinage, on est 2 foyers fiscaux, chacun fait sa déclaration de revenus. La loi Pinel va s'appliquer de manière équivalente à hauteur de moitié chacun. Donc en termes de déclaration, il faut faire une déclaration complémentaire pour déclarer la loi Pinel si c'est la première année de livraison. Donc, si par exemple, c'est une livraison en 2020, c'est en 2020 que l'avantage fiscal démarre. Et donc, c'est en 2021 qu'il faut déclarer l'achèvement de ce bien, donc le point de départ de la réduction d'impôt. Et elle sera appliquée de manière équivalente pour moitié chacun sur l'avis d'impôt. Ok, du coup, chacun déclare dans sa déclaration le Pinel et du coup, en somme, ils mettent la moitié de la somme, c'est ça? Oui. Voilà. Ok. Et chacun aura donc la moitié de la réduction d'impôt appliquée. Ok, parfait. Je suis en fin de droit ce mois-ci. Que dois-je faire concernant le taux de prélèvement? En fin de droit au chômage, je suppose? Oui, je pense. Normalement, quand il y a des changements de situation professionnelle, par exemple, on perd son emploi, on va au chômage, le taux de prélèvement à la source est revu automatiquement à la baisse. Donc, je suppose, puisque le cas pour moi ne s'est jamais présenté concrètement au niveau de mes clients, je suppose que le taux de prélèvement à la source sera revu à la baisse, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, et c'est ça souvent qui se produit, c'est qu'on pense à son changement de situation qui arrive tout de suite, alors que le prélèvement à la source est basé sur des revenus qu'on a perçus potentiellement l'année d'avant. Donc, il reste dû. Donc, faites attention à ne pas modifier à la baisse votre taux de prélèvement à la source suite à une diminution de revenus trop tôt, parce que sinon, vous aurez quand même une régularisation à faire au niveau des impôts l'année suivante, puisque, imaginons, vous êtes en fin de droit au mois de septembre, donc peut-être que vous n'aurez plus d'impôts à payer au titre de l'année 2021 du moins. Mais attention, en 2021, votre prélèvement à la source est basé sur vos revenus 2020. Donc si en 2020, vous aviez des revenus imposables, vous êtes quand même redevable de cet impôt. D'accord. Alors un petit peu dans la même veine, mais avec une autre situation. Donc c'est quelqu'un qui parle d'un client où sa cliente a eu le décès de son époux. Donc cette cliente est donc veuve et retraitée. Donc sur sa déclaration, la nouvelle situation a bien été mise à jour, mais il n'y a plus de taux de prélèvement prévu alors qu'elle est fiscalisée. À partir de quand ce taux sera connu et comment corriger le nouveau taux par anticipation? Alors, il faudrait que je la lise, ouais, parce qu'elle est plutôt complexe et précise. Ouais, c'est James que tu peux voir. C'est pour qui? C'est James qui l'a posé, c'est du coup dans l'ordre des questions, c'est la deuxième. Ah non,
Il en a refait 6. Alors, il l'a complété, du coup, en deuxième question, et sinon, on l'a retrouvé avant. Alors, les revenus d'une veuve retraitée ont été modifiés. Sa déclaration 2021 vient d'être faite, mais il n'y a plus de taux de prélèvement prévu alors qu'elle est réellement fiscalisée, mais a fait 2 déclarations impôts. Oui, quand il y a un décès, il faut faire quand même deux déclarations d'impôts, c'est-à-dire une pendant la période de vie de la personne et une autre suite au décès. Donc, il y a toujours 2 déclarations à faire quand il y a un décès, une année en question. Donc, là, il faudrait que je prenne le temps et je pense qu'on n'a pas le temps de se plonger concrètement. Soit je fais une réponse simple et je vous dis rapprochez-vous du trésor public, soit à partir de quand le taux sera connu, normalement au mois de septembre. Hein. Dans tous les cas, une fois qu'on a fait sa déclaration de revenus entre avril et juin, le fisc, à partir du moment où il nous envoie nos avis d'impôt en juillet-août, en septembre, le taux de prélèvement à la source est réactualisé en fonction de ces nouvelles informations. Ok, très bien. De toute façon, à la fin du webinaire, on va vous donner un petit lien. Déjà pour noter ce webinaire, pour dire si vous avez été satisfait, et puis aussi pour poser toutes vos questions si vous avez besoin, pour qu'on puisse prendre le temps effectivement d'y répondre. J'ai une question aussi de Moad qui parle de la réduction d'impôts en recrutant une femme de ménage. Quels sont les documents à fournir pour prouver mes versements aux femmes de ménage, sachant que beaucoup se font payer en liquide? Je crois qu'on en avait parlé aussi sur le dernier. Oui, alors la femme de ménage, c'est de l'emploi à domicile, c'est du crédit d'impôt. Donc, oui, que vous soyez imposable ou pas, vous avez le droit à 50% de crédit d'impôt sur la dépense. Il faut soit passer par une société, et donc cette société s'occupe de déclarer les choses correctement, soit on l'emploie soi-même, soit cette personne est auto-entrepreneur et il nous faut des factures. Soit nous la salarions et donc à ce moment-là, il faut faire les déclarations tous les mois sur l'URSSAF, sur Page Emploi, des choses comme ça. Donc, il y a toujours une traçabilité de l'emploi à domicile. Les personnes que l'on paye en espèces, ce n'est pas le souci, on peut les payer en espèces, mais dans tous les cas, il faut le déclarer au niveau des impôts pour pouvoir avoir le droit à ce crédit d'impôt. Ok. Alors, on avait aussi pas mal de questions. Justement, tu nous avais dit de bien faire attention au crédit d'impôt quand il s'arrêtait, qu'il fallait bien le déclarer. Donc ça, c'était une question de Nathalie. Donc, tu l'as évoqué via son espace personnel. Du coup, ça a soulevé des questions. Est-ce que même à la fin, par exemple, de la 12e année, si on va jusqu'à la 12e année de Pinel, est-ce que ça se fait pas automatiquement? Est-ce qu'il faut vraiment le prendre en considération pour le changer sur son espace personnel, ou il y a quand même des fois où ça se fait en automatique? Alors, aujourd'hui, on n'a jamais été confronté à ça, puisque la loi Pinel aujourd'hui est existante depuis 2014, donc on n'est pas encore à la 12e année. Oui. En fait, le souci qui se posera dans tous les cas, c'est cette année de décalage. C'est-à-dire que à ma 13e année de Pinel, concrètement, à la 13e année où j'ai le droit de vendre d'ailleurs, moi je vais déclarer ma 12e au niveau des impôts. Donc il y a toujours un an de décalage entre la réalité des choses et ma réduction d'impôts. Donc moi je dirais, vaut mieux toujours en informer le fisc, quitte à ce que ce soit automatique, tant mieux, mais partons du principe que même si on arrive au bout des 12 années, ça ne soit pas reconduit, vaut mieux quand même le préciser pour éviter toujours pareil, d'avoir cet acompte. Puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'acompte est versé en une fois le 15 janvier pour 60%, mais de l'intégralité des réductions et des crédits d'impôt, tout confondu. Donc, moi, je préfère toujours vous donner cette information pour qu'au moins vous y pensiez. Si c'est automatique, pas de problème. Sinon, rien, ça ne vous coûte rien d'aller sur impôt.gouv en fin d'année quand ils nous donnent cette fenêtre de tir entre novembre et début décembre ou octobre et début décembre, d'aller voir s'il est prévu d'avoir un remboursement le 15 janvier de l'année suivante ou pas. Si c'est automatisé, on verra qu'il n'y aura rien de prévu et là, tant mieux, aucune démarche à faire. Mais si jamais ce n'était pas automatisé, vaut mieux quand même le faire pour éviter d'avoir à rendre après aux impôts le montant trop perçu. Effectivement, il faut mieux anticiper. Alors, on avait une question aussi de Sébastien. Alors, du coup, je n'avais pas forcément le contexte par rapport à cette question, mais c'était sur les déductions fiscales comme anciennement le PERP, maintenant le PER.
Et Madeleine, comment ça se passe entre le prélèvement à la source, les acomptes sur la déclaration? Comment, je pense que c'était… Alors, le plan d'épargne retraite, le PERIN d'ailleurs, le plan d'épargne retraite individuel, ce n'est pas une réduction ou un crédit d'impôt, c'est une déduction, c'est-à-dire qu'on va diminuer votre revenu imposable. Dans la mesure où on diminue votre revenu imposable, vous aurez un impact sur votre prélèvement à la source. Les acomptes sont liés aux réductions et au crédit d'impôt. N'oublions pas que les versements sur de l'épargne retraite, c'est l'année des versements que vous avez le droit du coup à votre avantage fiscal. À partir du moment où ça vient diminuer vos revenus imposables, vous aurez donc une diminution de votre taux de prélèvement à la source. Attention aussi, justement, si par exemple d'une année sur l'autre, vous ne faites pas les mêmes versements, vous ne les faites qu'une fois de temps en temps, les versements sur votre PER, du coup, pensez à réajuster à la hausse votre taux de prélèvement à la source si vous ne le faites pas d'une année sur l'autre. Très bien. Alors, on a aussi Isabelle qui demande comment appliquer la défiscalisation des frais réels liés au télétravail. Excusez-moi, je reviens juste sur la question du PER. Oui. Je reviens sur ce que je viens de dire, puisque en vous disant les choses, ça me fait réfléchir, bien sûr. Heureusement, je réfléchis en parlant. On a parlé que le plan d'épargne retraite individuel, c'était des versements donc qui venaient diminuer votre revenu imposable, ça on est d'accord, mais c'est des versements et libre. Donc, ça vient c'est hors champ du prélèvement à la source. Donc, que vous fassiez ou pas des versements sur le plan d'épargne retraite, ça ne changera pas votre prélèvement à la source. C'est ça sur lequel je reviens. Mais par contre, quand vous allez déclarer au fisc que vous avez fait des versements sur votre épargne retraite l'année précédente, ils vont vous régulariser le trop perçu que vous avez payé. Mais comme ce n'est pas des versements réguliers, récurrents et que c'est propre à chacun, c'est hors champ du prélèvement à la source. Merci pour ces précisions. Et du coup, c'était la question d'Isabelle sur comment appliquer la défiscalisation des frais réels liés au télétravail. Alors ça, je vous avoue, je m'y suis pas penchée. Je sais qu'on a le droit à des frais liés au télétravail compte tenu du Covid. Sûrement qu'il doit y avoir la case spécifique où c'est. Sinon, ça doit être indiqué sur le site des impôts. Là, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Comme c'est une question assez précise et que ça n'avait pas à voir avec le prélèvement à la source, je vous avoue que je n'ai pas la réponse sous les yeux. Ok, alors moi j'ai une petite indication. Si vous nous retrouvez sur LinkedIn, sur Groupe Quintessence, on a Maureen qui est intervenue là-dessus sur France 3 Île-de-France. Vous pouvez retrouver son interview et il me semble qu'elle en parlait justement de comment faire parce qu'elle s'était penchée sur la question. Donc, vous pouvez bien sûr aller sur les sites des impôts, mais sinon, dans cette interview, elle y répondait. Donc, sur notre page LinkedIn de Quintessence, directement pour avoir ces infos. Et enfin, la dernière question de Yannick. Alors, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle était assez longue aussi. Alors. Qui nous dit j'ai établi ma déclaration sur mes revenus 2020. J'ai bien le détail des acomptes prélevés par l'administration qui est correct. Par contre, étant à la retraite, certains détails mentionnent pour certaines caisses 0 ou taux transmis à l'organisme payeur pour mon taux de prélèvement à la base. Pourquoi certains organismes peuvent ne pas prélever? Ou alors, est-ce que ces organismes ont prélevé mais ne donnent pas l'info à l'administration? Je ne sais pas si tu as tout compris. Non, dans tous les cas, l'organisme ne peut pas prélever à la source sans que l'administration soit au courant, puisque c'est l'administration qui demande à l'organisme de retraite de prélever à la source l'impôt qu'on lui doit. Si cette personne à la retraite n'a pas été prélevée à la source, c'est que peut-être ses revenus imposables ne sont pas suffisamment importants pour devenir imposables. Pour payer de l'impôt. Oui. Ça dépend du niveau de revenu. Voilà. OK. Donc, si vous n'avez pas payé d'impôt ces 2 dernières années ou si vos revenus ont fortement diminué, ce qui est généralement le cas quand on passe d'une catégorie actif à retraité, vous pouvez ne plus être imposable. Donc, c'est peut-être pour ça que votre taux est à 0. Eh ben, ça doit être dû à ça. Et j'ai James aussi sur le chat qui a répondu sur, je pense, sur les frais de télétravail. Donc, je vais regarder ça et en complément l'interview de Maureen sur LinkedIn. Eh ben, merci en tout cas d'être restés, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout et pour toutes vos questions.
Je vous envoie tout de suite le lien justement pour noter ce webinaire. Alors, désolé pour les soucis de connexion, ça arrive de temps en temps, mais j'espère que ça vous a aidé à répondre à certaines questions sur ce sujet. Et on prépare des prochains webinaires. Donc, il y en aura un prochain sur notamment tout ce qui est Malraux, déficit foncier, monuments historiques avec un de nos partenaires qu'on prévoit pour juin. On vous donnera plus d'infos prochainement. Et puis après, beaucoup pour la rentrée. Donc, si vous aussi, vous avez des questions sur tout ce qui est gestion de patrimoine, déclaration de revenus ou même sur nos autres entités plurales, puisqu'on a aussi du courtage ou encore des transactions immobilières, n'hésitez pas sur ce questionnaire à dire quel prochain webinaire vous souhaiteriez voir pour y participer. Donc, je vous envoie tout de suite le petit lien sur le chat et vous l'aurez aussi par email et à la fin de cette intervention. Tac. Voilà. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et puis un très bon week-end. Merci à tous. Bon week-end, bon après-midi. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci.